Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va se retrouver pour la review de SummerSlam 2017. Donc voilà, je vais vous donner mon avis sur tous les matchs qu'on a eu dans ce pay-per-view, mais en essayant de faire court et efficace. Voilà. Donc, comme d'habitude, je vais vous présenter le pay-per-view et on va pouvoir attaquer donc les matchs. Pay-per-view qui s'est tenu le 20 août 2017. Donc, c'était à Brooklyn, New York. C'était au Barclays Center qui, la veille, a accueilli le fabuleux NXT TakeOver Brooklyn, édition numéro 3. Il y avait 3 thèmes musicaux pour ce SummerSlam, mais je vais seulement vous citer le principal. Le main theme musical, c'était Go for Broke de Machine Gun Kelly. Donc voilà, je vous le dis souvent que voilà, c'est pas le genre de musique que j'écoute, mais sincèrement, là pour le coup, je trouve la musique était vraiment sympa. Et voilà. Et puis de toute façon, SummerSlam est plus mainstream, donc on va dire que ça ne me dérange pas. Voilà, donc avant d'attaquer le main show, donc il y avait 3 matchs dans le kick-off, donc je vais être assez rapide. Donc on a le Miz Tourage qui ont battu les Hardy Boys et Jason Jordan, donc c'est pas un résultat qui me surprend, puisque la WWE adore faire un booking 50-50, vu que les Face avaient gagné à Raw cette semaine. Et bien ce coup-ci ils ont fait gagner les Heels, voilà, ils le font toujours, ils font toujours comme ça, et bon bref, voilà quoi. Ensuite on a Neville qui a battu Akira Tozawa, donc qui récupère le Cruiserweight Championship. J'ai pas compris, je n'ai pas compris l'intérêt de faire gagner Akira Tozawa si c'est pour redonner le titre à Neville. En fait, je comprends vraiment pas l'intérêt. En plus de ça, on avait eu des news qui annonçaient que Neville normalement devait prendre une pause après SummerSlam. Donc ce résultat m'a vraiment surpris. Je m'y attendais genre pas du tout. Donc résultat très surprenant. Mais voilà, nouveau champion, Neville. J'ai envie de vous dire why not. Et enfin, le dernier match de ce pré-show, c'était donc pour les SmackDown Live Tag Team Championship. Ce sont les Usos qui ont battu le New Day, donc à nouveau changement de titre assez surprenant, je m'y attendais pas du tout. Match excellent, je vous conseille d'aller le voir si vous l'avez pas vu. Des matchs du kick-off, je vous en conseille jamais. Là pour le coup, je vous le conseille si vous l'avez pas vu. C'était un excellent match et s'il avait vraiment eu lieu dans le show principal, ça aurait été pour moi le deuxième meilleur match du pay-per-view. C'est un excellent match que je vous conseille d'aller voir si vous ne l'avez pas vu. Mais voilà, les Usos redeviennent champions par équipe, résultat assez surprenant. Et là aussi, j'ai envie de vous dire pourquoi est-ce qu'ils ont fait gagner le New Day en fait à Battleground si c'est pour leur refaire perdre les ceintures derrière. Je comprends pas. C'est assez surprenant comme résultat, mais enfin bref, c'est la WWE. Voilà, bah écoutez, j'ai passé assez de temps sur la présentation du show et sur le kick-off. On va pouvoir attaquer le show principal et l'opener. Très surprenant d'ailleurs, l'opener de ce SummerSlam, c'était John Cena face à Baron Corbin. Je n'ai pas compris pourquoi on a eu ce match en opener. Je n'ai pas compris. J'étais persuadé, mais alors vraiment persuadé qu'on allait avoir le match pour les titres par équipe d'Euro avec une probable victoire des ex-membres du Shield. Tu savais très bien que le public allait péter un câble et que voilà, c'était un bon match et tout le machin. Tout était réuni pour l'avoir en opener. Et non, on s'est tapé Cena Corbin, j'ai pas compris. Enfin bref. Match qui a duré environ 10 minutes. Je vais être expéditif sur ce match. Très clairement, Baron Corbin ne sera pas champion cette année. Je peux vous le dire dès maintenant. Si le match qu'on a eu lors de ce pay-per-view ne vous fait pas dire que c'était une punition, je sais pas ce qu'il vous faut. Entre les commentateurs qui disaient qu'en gros il avait perdu sa mallette parce qu'il avait pas une bonne conduite et tout le machin, que Cena qui prend le chapeau de JBL pour se foutre de la gueule de Corbin, c'était vraiment du foutage de gueule. Là, pour le coup, John Cena a sorti l'appel, très clairement. Bref. Sinon, je vais être expéditif sur ce match. Victoire de John Cena, qui bat le Baron avec son Attitude Adjustment. En plus de ça, un seul, pas deux, pas trois, un seul. Donc, ouais, c'est dur pour le Baron. Je sais pas ce qu'il va faire pour cette fin d'année 2017, mais ce sera pas son année, très clairement. J'ai juste noté que Baron Corbin avait dominé le match, au final ça lui a un petit peu servi à rien. Et j'ai surtout noté que c'était la première victoire de John Cena à SummerSlam depuis l'édition 2011. Donc on peut le dire, la streak est terminée. Ça y est, John Cena regagne enfin à SummerSlam. Donc voilà, sinon au niveau de la note j'ai mis 5,5 sur 10. J'ai pas compris. J'ai pas compris de 1 pourquoi est-ce qu'on avait ce match à SummerSlam et de 2 pourquoi est-ce qu'on l'avait en opener. J'ai vraiment pas compris.
Ensuite, le deuxième match de la soirée, donc c'était pour le SmackDown Live Women's Championship. Donc on avait Naomi face à Natalia. Match qui a duré 11 minutes, donc durée plutôt correcte. J'ai presque rien noté sur ce match, j'ai juste noté que c'était un match vraiment plaisant. Sincèrement, il fait partie pour moi des meilleurs matchs de ce pay-per-view. J'ai pas trouvé qu'il y avait eu de botch, c'était propre, il y a eu des bonnes prises, des beaux enchaînements. Non, c'était cool, sans déconner, c'était un bon match. Je m'attendais peut-être pas à un match aussi cool, mais ouais, c'était vraiment un bon match. Vraiment, pour moi, c'est ouais, top 4, je pense, des meilleurs matchs de la soirée. Et puis finalement, grande surprise, victoire de Natalia, qui gagne avec le sharpshooter sur Naomi. Surprenant. Surprenant que Natalia ait remporté ce match. Et ce qui est encore plus surprenant, c'est qu'on n'a pas eu de cash-in de Carmella, parce que quand j'ai vu que Natalia était championne, je pensais vraiment que Carmella allait se pointer et cacher sa mallette. En plus de ça, ils nous l'ont teasé, puisqu'on l'a vu dans les backstage. Et finalement, non. Carmella ne cache pas, donc assez surprenant. Et surtout très surprenant, c'est la victoire de Natalia, donc qui est championne. Ça fait combien de temps, sans déconner? Ça fait combien de temps que Natalia n'a plus été championne à la WWE? Ça doit faire une éternité. Je crois que ça doit faire au moins 6 ou 7 ans. Donc moi, ça me dérange pas parce que je trouvais que le règne de Naomi était absolument horrible. Et voilà, après Natalia, je suis conscient qu'en heel, c'est pas fou, mais au moins on a du changement. On a du changement, ça va pas nous faire du mal. Donc bravo à bravo à Natalia, parce que c'est mérité et ça me fait plaisir pour elle. Et puis on va voir ce que ça donne, Natalia. Je pense que ça peut pas être pire que Naomi. En tout cas, moi, après, je vous dis, c'est que mon avis. J'ai trouvé le règne de Naomi catastrophique. Donc sinon, au niveau de la note, j'ai mis 7,5 sur 10. Ouais, c'était vraiment un bon match, bien meilleur que le premier. Ensuite, on va arriver aux deux prochains matchs que je... Alors, je vais être expéditif sur ces deux matchs-là. Premier match, Big Cass face à Big Show, avec Enzo Amore suspendu au-dessus du ring. Cette merde a duré 10 minutes. 10 minutes. Enzo Amore, j'ai noté qu'il était encore plus insupportable suspendu au-dessus du ring que sur Terre, en fait. Il est insupportable. Le mec n'a fait que de gueuler pendant tout le match. Il m'a cassé les couilles. Il a cassé les couilles à tout le monde, de toute façon. Et à un moment, alors là, c'était super ridicule. À un moment, il s'est déshabillé, il s'est foutu en short. Il a mis de l'huile pour pouvoir glisser entre les barreaux de la cage. Tout ça pour se prendre un big boot. Ridicule, tout simplement ridicule. Et derrière, on a le Big Show qui s'est pris un big boot dans la gueule. Et puis voilà, victoire de Big Cass qui bat Big Show. C'était prévisible. J'ai juste noté une chose, je crois que c'est la première fois, sans déconner, que je joue un match qui dure aussi longtemps avec si peu de contenu. C'était une bouse sans nom. J'ai mis 1 sur 10. J'ai mis 1 sur 10 à cette merde. Next. On continue dans la merde. Alors là, c'est pas pour la même raison, puisque donc on avait Randy Orton contre Rusev. D'ailleurs, une news est tombée ce week-end. Si vous ne le savez pas, je vais vous l'apprendre. Mais apparemment, Rusev voudrait rompre son contrat avec la WWE. Et après SummerSlam, je comprends pourquoi. Puisque donc le match entre Orton et Rusev a duré, je crois, genre 10 secondes à tout casser. Voilà. Victoire de Randy Orton qui a mis un RKO sur Rusev. Au-delà du fait que Rusev se fasse squash, ce qui le fait encore passer plus pour une merde, c'est qu'en plus de ça, il a attaqué Orton avant le match. Donc tu te dis, bon, voilà, Orton, il va galérer au début du match avant de revenir plus tard dans le match. Eh ben non, même pas. Rusev prend un RKO, c'est fini. Mais écoutez, voilà, Cena a sorti l'appel pour Corbin, et bien là, on a Orton qui a sorti l'appel pour Rusev. Hashtag l'appel dans les commentaires, faites-vous plaisir. Hashtag l'appel. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Voilà, Orton a battu Rusev. Match de 10 secondes, j'ai mis la note de 1 sur 10. Je crois que c'est la première fois que je mets 2 fois 1 sur 10 d'affilée dans un pay-per-view. En tout cas, ils ont fait très très fort. Et surtout, à ce moment-là du pay-per-view, je me suis dit, qu'est-ce que c'est ce placement de match absolument horrible? Il y a des fois, on me dit souvent, Mathieu, tu chipotes et tout le machin. Quand je vous dis que le placement des matchs, ça peut être très important, ce pay-per-view en est la preuve. J'ai remarqué que après ce match, le public était mort. Est-ce qu'on peut leur en vouloir? Non. Moi aussi, je vous jure qu'après ce match-là, j'ai eu du mal à rentrer dans le match d'après. Pas que j'en avais marre, mais qu'est-ce que c'est ce placement de match absolument horrible? Bref.
Bref, on va enchaîner. Hein. Donc, ensuite, on a eu le match pour le Raw Women's Championship. Alors là, je vais m'énerver par contre. Donc, c'était le match entre Sasha Banks et Alexa Bliss. Un match qui a duré 13 minutes. Alors, vous allez vous dire, attends, Mathieu, tu t'es pas énervé pour Cass Shaw, tu t'es pas énervé pour Rusev Orton, mais tu t'énerves pour Bliss Banks. Qu'est-ce qui se passe? Je vais vous expliquer ce qui s'est passé, ce qui m'a bien énervé. Bon, déjà, je vais vous donner mon avis sur le match en lui-même en globalité. C'était un match plutôt cool, rien de fou. Je m'attendais à mieux. J'ai trouvé leur match de Great Balls of Fire supérieur d'ailleurs. Et je vais pas perdre plus de temps et je vais arriver au point intéressant de ce match. C'est-à-dire qu'à un moment du match, on a Alexa Bliss qui a tiré le tablier du ring et Sasha Banks du coup a glissé et est tombé et s'est fait mal au niveau de son bras gauche. Donc jusque là je me dis bon, ok, intéressant, on va voir ce que ça va donner. Et on arrive à la fin du match et on a Sasha Banks qui veut porter le Bank Statement, forcément, hein, sur Alexa Bliss, mais bien évidemment elle s'est fait mal à son bras. Donc je me suis dit bon bah elle va pas pouvoir porter le Bank Statement. Alors si, elle a réussi à le porter, déjà de 1, c'est pas logique. Et ce qui m'a fait vriller, c'est que je vous invite à les revoir. Normalement, le Bank Statement, les deux mains de Banks, normalement, se touchent et se serrent pour justement serrer la tête de son adversaire. C'est le but du Bank Statement. Dans ce cas-là, en fait, les mains de Banks ne se serraient pas. Elle se touchait limite même pas, je crois, à un moment. Je crois qu'il y avait un écart entre ses mains carrément. Donc déjà, tu dis ok. Et en plus de ça, tu vois la tête de Banks, la tête de Bliss, qui est surélevée. Mais comment est-ce qu'elle peut être surélevée à cette hauteur-là? Il y a pas de pression. Il y a pas, je veux dire, Banks ne serre pas ses mains. Donc, t'es là, tu te dis, attends, mais what the fuck? Et le pire là-dedans, c'est que Bliss abandonne. Bliss abandonne. J'ai vrillé. J'ai vrillé. Je déteste quand t'as des trucs comme ça parce que putain de merde, c'est pas logique. Ce n'est pas logique. Que Banks devienne championne, moi ça me dérange pas. Ça fait combien de temps qu'elle a pu être championne, Sasha Banks? 1 an? Moi ça me dérange pas hein, de voir Sasha Banks championne, vraiment. Hein. Mais pas comme ça. Pas comme ça parce que la fin était absolument horrible. 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 Dégueulasse. Dégueulasse. Du coup, j'ai retiré des points. J'ai mis 6 sur 10. Dommage, hein. Dommage. J'aurais voulu mettre plus. Mais à la fois, le match m'a un peu déçu. Et avec cette fin absolument dégueulasse, ben, je comptais pas mettre plus. Donc voilà, j'ai mis 6 sur 10. Sasha Banks, nouvelle championne. C'est cool pour elle. On va voir ce que ça va donner par la suite. Ensuite, on avait le retour du Demon King. On avait Finn Balor face à Bray Wyatt. Match qui a duré 11 minutes, encore une fois. Je vais être expéditif sur ce match. C'était cool de revoir l'entrée du Demon King. Ça m'a manqué. Ça fait 1 an qu'on n'avait pas vu cette entrée, donc ça fait toujours plaisir de la revoir. Le match était plutôt sympa. Il n'y avait rien de fou. Voilà, j'ai été expéditif sur ce match. Je vous l'ai dit, hein, il y a des matchs que je vais être vraiment très rapide dessus. Là, j'ai presque rien à dire sur ce match en fait. Voilà, Finn Balor s'est imposé avec le coup de grâce. Voilà, tout simplement. Match cool, rien de plus. J'ai mis 6,5 sur 10 et voilà. Ensuite, alors là, c'était l'un des matchs que j'attendais les plus de ce pay-per-view. C'était pour les Raw Tag Team Championships. Donc, on avait Cesaro et Sheamus, les champions, face aux ex-membres du Shield, donc Seth Rollins et Dean Ambrose. Match qui a duré 18 minutes. C'est l'un des matchs les plus longs de la soirée. Je crois que c'est le deuxième match le plus long de la soirée. Et d'ailleurs, c'était totalement mérité qu'il dure aussi longtemps. Alors, je vais directement parler d'un truc qui s'est passé pendant ce match. Je veux dans les commentaires, après le hashtag l'appel, vous pouvez mettre hashtag push Cesaro ou hashtag RIP Beach Ball. Donc c'est-à-dire que vous avez l'un des matchs les plus intéressants de ce pay-per-view. Vous avez l'une des meilleures feuds qu'on a eu, l'une des meilleures build-up en tout cas, avec la reformation du Shield pour ce pay-per-view. Et les gars te sortent de putain de Beach Ball. C'est-à-dire que les gars pouvaient te la sortir pendant Big Cass Big Show, ça aurait été beaucoup plus logique au final. Même si je déteste l'utilisation des Beach Balls. Mais non, cette bande de Mongols te la sortent pendant l'un des matchs les plus attendus de la soirée. Au bout d'un moment, est-ce que vous êtes fan de catch? Genre vraiment, je comprends pas l'intérêt de payer
ta place la peau du cul, parce que croyez-moi que les places pour SummerSlam, c'est pas donné. C'est quoi l'intérêt de payer je ne sais combien, allez, 500 $ par exemple, pour jouer avec une putain de beach ball? À quel moment tu dis que c'est normal de faire ça? À quel moment même, j'ai envie de vous dire, t'y penses? À quel moment les gars pensent à ça dans leur tête? Donc, je vais peut-être être cash. Pour moi, je vous le dis, hein, les gens qui sortent des beach balls devraient être exclus des arénas. Il y en a peut-être qui vont me trouver sévère, mais il y en a plein qui trouvent que c'est choquant, les chants anti-Reigns, les chants anti qui vous voulez. Mais s'il y a bien un truc qui m'énerve chez les fans de catch, c'est leur putain de beach ball. Les gens qui sortent ça, qui sortent des beach balls, vous êtes des abrutis finis. Au moins c'est placé. Bref, des Mongols, des véritables Mongols. Et après, plus tard dans le match, je les entendais qui disaient You look stupid à Sheamus. Peut-être qu'il look stupid, mais vous êtes stupid. Voilà la différence, bande d'abrutis. Donc voilà, Cesaro qui a craqué la beach ball. Merci Cesaro. D'ailleurs, tu as vu plein de catcheurs qui l'ont félicité. Ça veut tout dire. Bref. Donc, je vais essayer d'être assez court sur ce match parce que j'ai déjà passé pas mal de temps dessus à cause de cette bande de Mongols. C'était pas le point que je voulais évoquer en priorité parce que ce qu'il faut retenir de ce match, c'est que c'était un excellent match. Concrètement, c'est l'un des meilleurs matchs tag team cette année à la WWE. C'était un excellent match, c'est pas surprenant. À noter le très bon travail de Cesaro et Sheamus. Ils ont vraiment fait un bon match. Et pareil hein, pour Rollins et Ambrose, mais ce que je veux dire par là, c'est que c'était vraiment un excellent match par équipe. Et finalement, eh bien, on a eu le coup de genou de Seth Rollins sur Sheamus enchaîné du Dirty Deeds de Dean Ambrose pour la victoire de Dean Ambrose et Seth Rollins. Et voilà, ça fait plaisir, tout simplement, ça fait plaisir. Donc, hâte de voir ce qu'ils vont faire dans le futur autour de ces ceintures. Voir si, pourquoi pas, un petit turn de Dean Ambrose dans les mois à venir. C'est très intéressant, très intéressant. Ça fait des mois, des mois que j'ai plus été autant investi dans le personnage de Seth Rollins. Pareil pour Dean Ambrose, en même temps, lui, j'ai jamais été investi dedans. Hein. Donc, ça fait plaisir, c'était un excellent match. J'ai mis 8,5 sur 10 et pour moi, c'est le deuxième meilleur match de la soirée. Ensuite, on va enchaîner avec le match pour le titre US. Donc, on avait AJ Styles face à Kevin Owens avec comme arbitre spécial Shane McMahon. Un match qui a duré 17 minutes. Alors là, par contre, je vais être beaucoup plus rapide que pour le match précédent. C'était un bon match, comme prévu. Shane McMahon a été impliqué dans le match, il s'est pris des coups, c'était pas forcément voulu, tout ce que vous voulez. Donc à un moment il s'est embrouillé avec Styles, il s'est embrouillé avec Owens, c'était prévisible, on devait s'en douter. Le Shane Owens, on l'aura pour plus tard. Je pense pas pour Hell in a Cell, mais plus pour Survivor Series. J'ai noté que AJ s'était dégagé de 2 pop-up powerbomb, ce qui n'est pas donné à tout le monde. J'ai également noté que Owens s'était dégagé du Styles Clash. Et finalement, à la fin, on a eu un Phenomenal Forearm de AJ enchaîné du Styles Clash donc sur Owens pour la victoire de AJ Styles qui conserve le titre US. C'était un bon match, pas excellent. C'était un bon match. Et on n'a pas eu notre classique. Voilà, ça restera un mystère, mais Kevin Owens et AJ Styles n'ont pas réussi à nous faire un classique à la WWE. C'est quand même assez incroyable. Et surtout, ouais, alors j'ai jamais été fan, j'ai oublié de le préciser d'ailleurs dans la vidéo pronostic, j'ai jamais été fan des arbitres entre guillemets spéciaux parce que du coup ils sont toujours impliqués dans les matchs et ça casse à chaque fois le rythme des matchs. Et on l'a encore eu ce soir avec Shane. Donc ça m'a un peu saoulé. C'était quand même un bon match, hein. Il fait partie des meilleurs matchs de la soirée. J'ai mis 8 sur 10, mais déçu parce que AJ et Owens peuvent nous sortir bien mieux que ça. Donc, je reste encore une fois sur ma faim. Ensuite, on va passer à l'avant-dernier match de la soirée. Alors là, purée, alors là, Internet a explosé. C'était pour le WWE Championship. On avait le Modern Day Maharaja Jinder Mahal contre Shinsuke Nakamura. C'était pas un match que j'attendais. Un match qui a duré, je crois, 13 minutes à tout casser. Je suis désolé, c'est pas assez. On parle du WWE Championship. Pour moi, c'est pas assez. Ça aurait dû durer plus longtemps que ça. Alors, c'était pas un match que j'attendais. Parce que voilà, je suis pas forcément emballé par ce match. Hein, et la rivalité était absolument horrible.
J'ai trouvé que le match était un peu mieux que ce que Mal nous a pondu avec Orton. C'était loin d'être incroyable, je préfère le dire quand même. Il y a eu quelques bons petits moments pendant ce match, mais c'était vraiment pas fou quoi. Mais voilà, de toute façon, j'ai envie de vous dire, j'en attendais rien de ce match, donc j'ai pas été déçu. Mais on va revenir à la fin, ce qui a fait beaucoup parler, hein, surtout. C'est surtout ça qui a fait parler de ce match. Puisque donc, comme prévu, hein, les Singh Brothers ont voulu aider le Maharaja. Nakamura, lui, il en avait rien à foutre, il leur a foutu des coups de genoux dans la gueule. Et donc on a Jinder Mahal qui surprend Nakamura par derrière et qui arrive à lui porter le Kalash. Kalash est chargé, MDR, on est mort de rire, hein, grosse blague, on est obligé de rigoler. Hein. Désolé, j'essaie de faire des blagues parce que franchement, c'est. Enfin bref. Pourquoi est-ce que j'essaye de faire des blagues? Puisque ce match est une blague, donc je reviens à la fin. Hein. Donc, Kalash est chargé. Je me dis, bon, bah, Mal, il va se dégager, ça me paraît évident, quoi. C'est quand même le King of Strong Style, hein, c'est pas n'importe qui. Eh ben non. Ah non, 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 bah non. Non, non. Jinder Mahal a battu Shinsuke Nakamura avec un Calas. Un seul. Pas deux, pas trois, pas quatre, pas cinq. Un seul. En plus de ça, j'avais presque oublié de le préciser, ça doit être le pire Calas qu'il a dû porter de sa vie. Il était, mais dégueulasse. Dégueulasse. Moi, ça m'a fait rire. Je l'ai pris avec le sourire. J'ai vu qu'il y avait beaucoup de gens qui étaient fous sur Internet et je comprends. Parce qu'en plus de ça, on parle quand même de Shinsuke Nakamura. C'est quand même l'une des plus grosses indie darling. C'est quand même le King of Strong Style qui vient de la New Japan Pro Wrestling. Et le mec se fait pin sur un Calas. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je ne sais pas quoi vous dire. Voilà. Pour ceux qui s'attendent à ce que j'ai une explication, je n'ai pas d'explication. Voilà. Vous savez quoi? J'aurais largement préféré un roll-up tout pété en s'aidant des cordes ou j'aurais préféré 100 fois une fin comme ça que un vieux finish comme ça, sans déconner. Bref, je vais pas m'éterniser là-dessus. C'était un match passable. Franchement, c'était pas une purge. Mais alors, franchement, la fin du match, c'est risible. En tout cas, c'est le moment qui m'a fait rire de ce pay-per-view. Du coup, j'ai mis 6 sur 10. Et voilà. Et enfin, le main event de la soirée, c'était le match que tout le monde attendait. C'était le Fatal 4-Way pour le titre universal. Donc on avait Lesnar, Reigns, Joe et Strowman. Match qui a duré 21 minutes. J'ai envie de vous dire, ça y est, Brock Lesnar a fait un match qui a duré plus de 20 minutes. Alors je sais qu'il a été exclu sur Civière, tout ce que vous voulez, mais sur le papier, ça dira que Brock Lesnar a fait un match de 20 minutes en 2017. C'est incroyable. C'est ouf, les gars. Franchement, c'est ouf. Bref, alors, mon avis sur ce match, c'est que pour moi, il y a un catcheur qui est ressorti de ce match en grande pompe. C'est Strowman, MVP très clairement de la soirée. Quel régal. Braun Strowman est un putain de monstre. C'est un monstre. Il s'en bat les couilles. Il give zero fuck. Il m'a régalé. Sans déconner, il m'a régalé. Je vais pas tout vous ressortir ce qu'il a fait, mais il m'a régalé. On a eu des putains de spots pendant ce match, sans déconner. Et voilà, on s'attendait à un gros match, on s'attendait à une destruction autour du ring et dans le ring. J'ai pas été déçu. Sans déconner, ce match c'était une boucherie. J'ai adoré le spot quand Strowman balance la chaise sur Joe et Reigns. Il a porté 2 running power slam sur Lesnar à travers la table des commentateurs. Il a balancé carrément une table sur Lesnar. Le seul bémol que j'aurais à retrouver à ce match, c'est que Joe n'a rien foutu du match. Et vraiment, il a presque rien foutu. Et j'étais d'ailleurs persuadé que vu qu'on voyait presque pas Joe du match, j'étais persuadé que c'était lui qui allait gagner ce match en fait. Et l'autre reproche que j'aurais à faire, c'est qu'on a peut-être eu un peu trop de Superman Punch de la part de Roman Reigns. Mais j'ai remarqué, hein, dès qu'il y a un match à plusieurs, Roman Reigns, niveau Superman Punch, c'est un peu abusé. C'est un peu abusé quand même. Bref, c'était un excellent match. Je vais pas m'attarder plus longtemps dessus. Donc en fait, à la fin du match, comment ça s'est passé? Eh bien en fait, on a Roman Reigns qui allait porter son spear sur Lesnar. Et finalement, Brock Lesnar a chopé Reigns à la volée pour le F5. Et c'est Reigns qui prend le tombé. Très surpris.
très très surpris. C'est Reigns qui prend le pin. Assez choqué. Je pensais vraiment que ça allait être genre Joe. Mais non. Reigns qui prend le pin, c'est pas tous les jours que ça arrive. Donc voilà. Brock Lesnar conserve le titre universal. Je trouve ça dommage. Je trouve ça vraiment dommage. Je pense qu'il y avait vraiment une opportunité pour donner le titre soit à Joe ou à Strowman. Donc du coup à No Mercy, voilà, il y a beaucoup de rumeurs qui annoncent un probable Lesnar-Strowman. Pour le peu que j'ai vu entre les deux hein, ce soir au niveau des échanges, ça me donne envie. Hein, je vous le dis franchement, ça me donne vraiment envie. Donc je suis assez impatient de voir ce qu'ils vont faire autour du titre universel demain à Raw. Mais c'était un excellent match pour conclure ce pay-per-view. Pour moi, c'était le meilleur match de la soirée. Pour moi, il fait partie des meilleurs matchs de l'année. Il finira dans mon top 10 très très clairement. Au niveau de la note, j'ai mis 10 sur 10. Il y en a peut-être qui vont me trouver un peu généreux, mais je m'en fous. J'ai mis 5 stars. C'était un excellent match pour conclure le show. Et bien voilà, bah écoutez, en faisant la moyenne de ce pay-per-view, eh bien on arrive à la moyenne tout pile de 6 sur 10. Mon avis sur ce SummerSlam, j'arrive pas à me décider s'il était aussi bon, et quand je dis ça, c'est pas positif, hein, que le 2016, ou s'il était encore moins bon, sans déconner. Il n'y a pas que du négatif, je préfère le dire, il n'y a pas que du négatif à en tirer de ce show. Pour moi, les 4 matchs à retenir de ce pay-per-view sont le match Naomi-Natalia, le match pour les Raw Tag Team Championship, le Styles Owens et le Fatal 4-Way. Pour moi, c'est les 4 meilleurs matchs de la soirée, c'est les 4 matchs à retenir. Ensuite, on a 2 énormes blagues, le Orton-Rousseff et surtout le Big Cass Big Show qui est une véritable purge mais monumentale. Sans déconner, hein, j'en ai vu des matchs qui étaient mauvais, mais aussi longs, des matchs qui ont duré genre 10 minutes avec si peu de contenu, je crois que j'ai jamais vu ça, sans déconner. Hein. Bref. Et après le reste, ben, je mets ça dans la catégorie, on va dire, neutre, passable, sympa, on va dire. Mais c'est ce que j'ai mis sur Twitter, et je suis certain que je suis pas le seul dans ce cas-là. C'est que j'ai vraiment eu l'impression que ce pay-per-view c'était un marathon. C'est-à-dire que tous les matchs devaient durer environ 10 minutes. Sauf quelques exceptions. Ben, c'était genre 10, 11 minutes. Allez, 12 minutes, allez, soyons fous. Et c'était vraiment rush, 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 rush. C'était vraiment. T'avais vraiment l'impression que c'était enchaîné, 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 enchaîné. Et c'est vraiment dommage. C'est vraiment dommage parce que il y avait des matchs qui pour moi n'avaient pas lieu d'être dans ce pay-per-view. Pour moi, ce SummerSlam n'a pas besoin de durer 4 heures. Tu fais ce show, format 3 heures, tu gardes les matchs les plus intéressants, tu rajoutes le match Uso New Day, tu peux facilement avoir un excellent show, hein, sans déconner. Hein. Mais bon, bref. Donc voilà. SummerSlam ne finira pas dans mes tops, ça c'est une certitude. Dans mes flops, peut-être pas, parce qu'ils nous ont quand même gâté niveau show moyen cette année. Je pense notamment à Battleground et Fastlane. Et surtout, dernière chose, j'allais oublier de le préciser, mais l'ordre des matchs a été absolument dégueulasse. Dégueulasse. L'ordre des matchs de ce show a été super mauvaise. Et c'est pour ça que je dis que l'ordre des matchs d'un pay-per-view, pour moi, c'est très important. Bah écoutez, cette review de SummerSlam 2017, elle est terminée. J'ai vraiment essayé de faire cette review la plus courte possible. Mais désolé, il y a 13 matchs au total. J'étais obligé de faire une vidéo qui allait durer un moment, c'est normal. Donc voilà. Bah écoutez, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Comme d'habitude, je vous invite à donner votre avis en commentaire sur ce pay-per-view. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Quel est pour vous le meilleur match de la soirée, le pire match de la soirée? Puis voilà, de donner votre avis tout simplement sur ce pay-per-view. Et bien évidemment, pour ceux qui se poseraient la question, je pense que personne ne se pose la question, mais je vais quand même répondre à cette question. J'ai bien évidemment préféré NXT TakeOver Brooklyn. Il n'y a pas photo. Le mec qui a préféré SummerSlam à TakeOver Brooklyn, je pense qu'il devrait commencer à mettre des lunettes. Je pense qu'Optique 2000 fait des bonnes promos en ce moment. Faudrait peut-être s'intéresser. Bref, donc voilà, cette vidéo est terminée. Comme d'habitude, je vous invite donc à commenter, liker et partager la vidéo si le cœur vous en dit. On se retrouve en fin de semaine pour une prochaine vidéo. D'ici là, prenez soin de vous. Salut tout le monde.